Certains disent que derrière toutes les confrontations entre la Chine et les États-Unis se joue la lutte entre deux idéologies, deux modèles politiques, celui de la démocratie libérale et celui du socialisme aux caractéristiques chinoises. Les États-Unis et l'Occident dans son ensemble, malgré leur besoin de faire des affaires avec la Chine, voient leur système politique toujours menacé. Aujourd'hui, certains prônent le découplage avec la Chine. Cela est-il réaliste? N'y a-t-il pas moyen pour l'Occident et la Chine de continuer à coopérer malgré ces différends idéologiques? D'abord, il faut dissocier la dimension politique que vous avez évoquée de la dimension économique. Le découplage, en réalité, c'est une question économique qui était évoquée aujourd'hui, qui est évoquée par les États-Unis, mais aussi par les Européens lorsqu'ils parlent, par exemple, des relocalisations d'activités économiques, ramener en Europe, dans l'Union européenne, des activités qui avaient été délocalisées en Chine. C'est cette forme comment dire, souverainisme économique auquel on assiste aujourd'hui. Je pense que ça va rester, c'est un phénomène qui va maintenant s'ancrer un peu dans la durée, mais qui n'est que très partiellement réaliste. Aujourd'hui, il est évident que les activités économiques menées par beaucoup d'entreprises européennes en Chine ne seront pas relocalisées en Europe. C'est une plaisanterie et c'est du populisme de la part des dirigeants européens, de certains dirigeants européens, de prétendre que l'on va ramener les activités économiques en Europe. C'est d'autant plus drôle qu'en réalité, les dirigeants qui évoquent ça, qui évoquent cette forme de découplage, disent nous allons ramener dans l'Union européenne les activités économiques pour recréer de l'emploi, de l'activité, etc. Alors qu'en réalité, nous savons que ces activités économiques qui vont quitter la Chine, elles ne vont pas revenir dans l'Union européenne, elles vont aller au Vietnam, elles vont aller en Afrique du Nord, mais elles ne vont pas revenir dans l'Union européenne parce que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui dans l'Union européenne, à cause de notre système économique et social, de relancer ces activités économiques. Donc je crois que cette partie économique est à dissocier complètement de la dimension politique que vous évoquiez par rapport à la partie idéologique. Moi je crois qu'il y a des vraies questions à se poser par rapport à ces discours que l'on entend. Les Américains en particulier, et accessoirement les Européens, veulent changer le système chinois, politique j'entends. Ça c'est clairement un objectif, comme d'ailleurs ils veulent changer le système en Iran ou ailleurs. La question, puisque l'on parle de menace, c'est est-ce que la Chine, avec ce système politique de socialisme aux caractéristiques chinoises, est-ce que la Chine prétend aujourd'hui diffuser son modèle en Europe? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté chinoise d'étendre ou d'imposer dans des pays européens son système politique? Je crois que la réponse, elle est non. Ça me paraît être une évidence. Donc il n'y a pas de menace politique dans ce sens-là dans l'Union européenne par rapport à cette question idéologique. Je crois simplement que la dimension idéologique joue sur deux points. Elle joue d'une part sur cette incapacité à reconnaître que la Chine dirigée par un parti communiste aujourd'hui et depuis les réformes depuis 1978 ait été capable de réussir là où d'autres ont échoué. Et quand je dis d'autres, c'est évidemment l'Union soviétique par rapport au Parti communiste, mais il faut bien dire que c'est aussi par rapport à un grand nombre de pays européens, voire aux États-Unis, en termes d'égalité, en termes d'accès aux ressources, etc. Il est évident que ça pose une question idéologique. Pourquoi est-ce que le Parti communiste chinois réussit là où nous échouons? Je crois que ça, c'est une vraie question idéologique. Et la deuxième, sur le plan idéologique, pour revenir à cette question de type de modèle politique, c'est que notre grande crainte, et ça nous le voyons très bien dans les discours, c'est que le système chinois, alors je ne dis pas socialisme aux caractéristiques chinoises, je dirais hiérarchie des priorités de développement. C'est-à-dire, est-ce que la hiérarchie, la priorité du développement pour des pays en voie de développement, est-ce que c'est d'abord le développement économique, puis le développement social qui va avec, puis en dernier ressort le développement politique, ou est-ce que c'est l'inverse? Or, nous, depuis toujours, depuis les indépendances, les Européens prétendent, comme les Américains, que la priorité numéro un, c'est le politique.
et que le système politique parlementaire, de démocratie parlementaire, entraîne le développement économique et social. Ça, c'est la logique que l'on essaie d'imposer en réalité aux pays en voie de développement et que l'on impose, pas seulement essayer, depuis des décennies. Là où la position chinoise, c'est le développement économique et social générera le développement politique et éventuellement l'ouverture politique, mais il n'y a pas d'ouverture politique sans développement économique et social. C'est la position chinoise et c'est là qu'il y a une véritable compétition entre deux modèles, parce qu'au fond, le modèle que nous avons appliqué depuis les indépendances a énormément servi les intérêts économiques et stratégiques des pays occidentaux, c'est une évidence. Et nous ne voyons pas d'un bon œil un système différent venir expliquer à nos amis africains ou arabes que finalement le modèle n'est peut-être pas le bon et qu'il faut d'abord privilégier le développement économique et social avant de parler de démocratie politique. Et je pense que le vrai conflit sur le plan idéologique, en fait, il se situe là. Ça n'est pas la conquête de la planète, c'est le maintien d'une hégémonie politique occidentale sur les pays en voie de développement, en termes de modèle.